À 19 ans, Élodie avait tout perdu. Sans abri, il ne lui restait au fond de la poche qu'une unique pièce d'1 euro. Avec cette simple pièce, elle a acheté un vieux mas abandonné au fond d'une vallée sévenole. Mais ce qu'elle ignorait totalement, c'est que sous la lourde pierre de l'entrée dormait un mystère enfoui depuis plus d'un demi-siècle. Une découverte inattendue et bouleversante qui allait changer son destin à tout jamais. Restez bien avec moi jusqu'à la toute fin pour découvrir ce secret incroyable. Mais juste avant de continuer, si vous aimez ce genre d'histoire, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quelle région ou quel pays vous nous regardez aujourd'hui. J'aime profondément lire vos messages et découvrir jusqu'où voyagent nos récits. Reprenons notre histoire. À 19 ans, Élodie n'avait plus de toit, plus aucune famille vers qui se tourner pour demander l'aumône d'un lit, et plus la moindre économie à la banque. Son existence entière, ses souvenirs comme son avenir, tenaient dans les coutures d'un sac à dos en toile militaire passablement élimé et dans l'éclaterne d'une unique pièce d'1 euro. Cette pièce n'était pas le fruit du hasard ou de la charité. Elle l'avait durement gagnée, à la force de ses mains égratignées, en arrachant des racines de gentianes sauvages sur les crêtes rocailleuses et balayées par le vent de la corniche des Cévennes. C'était un travail rude, un véritable travail de montagnard, mais il lui avait offert ce pécule dérisoire. Et c'est avec cet unique euro, froid et lourd au fond de la poche de sa veste usée, qu'elle fit l'acquisition d'une bâtisse depuis longtemps effacée des mémoires. Elle acheta un vieux mas de pierre, l'ancienne demeure d'une sage-femme, perdue au bout d'un chemin creux oublié, niché au fond d'une vallée abrupte. C'était un de ces recoins isolés des montagnes cévenoles qui n'avaient plus senti le parfum médicinal d'une herboristerie en activité depuis que les lourds volets de bois de la maison s'étaient fermés pour la dernière fois à la fin des années 60. La bâtisse, posée à flanc de ravin, semblait avoir été peu à peu avalée par la nature triomphante. Les épais murs de schiste et de granit, autrefois montés à la main avec une précision d'orfèvre par des paysans tenaces, étaient aujourd'hui presque invisibles, ensevelis sous un manteau de lierre sauvage dont les lianes s'infiltraient dans le moindre interstice. La toiture traditionnelle, couverte de lourdes lauzes grises, avait miraculeusement résisté au poids des neiges hivernales et aux violents orages d'automne. La souche de la cheminée se dressait encore fièrement vers le ciel nuageux, témoin silencieux d'une époque révolue où le feu crépitait nuit et jour. Le lieu dégageait une atmosphère de mélancolie paisible, un silence chargé de l'écho de milliers de pas disparus. Élodie se tenait devant la façade endormie, le souffle court dans l'air piquant de la montagne, contemplant ce qui était désormais son unique refuge face à l'immensité du monde et à la rudesse de l'hiver qui approchait. Pourtant, ce que la jeune fille ignorait, ce que le maire du village lui-même ignorait, et ce que la vallée entière avait fini par oublier au fil des décennies, c'est que cette ruine gardait jalousement un mystère. À l'intérieur du mas, juste derrière la lourde porte de chêne clouté, reposait ce que les anciennes du pays appelaient la pierre de naissance. C'était une large dalle polie par le temps, incrustée à même le sol de terre battue, sur laquelle des générations de mères s'étaient accroupies pour donner la vie, soutenues par les mains fortes et rassurantes de la guérisseuse. Mais cette pierre sacrée ne se contentait pas d'abriter des souvenirs de larmes et de joie. Dissimulée juste en dessous, dans les entrailles même des fondations, reposait une chose inimaginable, quelque chose d'oublié, de puissant, qui allait non seulement la sauver de la misère absolue, mais bouleverser le cours de son existence à tout jamais. Avant de plonger plus profondément dans les mystères de cette histoire, c'est ce genre de récit qui touche à la mémoire de nos terres et à la force de l'esprit humain résonne en vous. Prenez un instant pour vous abonner. Dites-nous dans les commentaires de quel coin de France, ou d'ailleurs, vous nous écoutez aujourd'hui. Nous aimons profondément voir jusqu'où ces histoires de vie voyagent pour venir à votre rencontre. Élodie n'avait pas grandi avec l'odeur polie, disciplinée et aseptisée des herbes aromatiques sagement alignées dans les rayons des jardineries modernes. Son enfance avait été intimement façonnée par des parfums beaucoup plus profonds, infiniment plus sauvages et d'une complexité vertigineuse. Elle connaissait par cœur l'odeur tenace de la terre noire et humide des sous-bois accrochés aux pentes abruptes des Cévennes, le parfum âpre de l'écorce de saule fraîchement prélevée sur les berres des torrents glacés et l'effluve suave des fleurs sauvages récoltées dans les prairies d'altitude. Dès son plus jeune âge, elle avait appris que la nature ne livrait jamais ses secrets au hasard. Elle exigeait un respect absolu du temps et des saisons. La cueillette n'était pas un geste anodin. C'était une véritable science dictée par la course du soleil et le souffle du vent. Certaines plantes, lui avait-on enseigné, ne libéraient la pleine puissance de leurs huiles essentielles qu'aux toutes premières lueurs de l'aube, lorsque la rosée nocturne perlait encore sur les feuilles dentelées de la mauve et du millepertuis. D'autres, à l'inverse, réclamaient la chaleur écrasante de l'après-midi, refusant de livrer leurs vertus protectrices avant que le soleil ne rase l'horizon pour exalter les arômes capiteux du serpolet et du romarin sauvage. L'heure exacte de la récolte décidait de l'âme et de la force du remède. C'était sa grand-mère, Odette, qui lui avait transmis cette grammaire invisible de la nature.
Odette lui avait appris à suivre ces odeurs suspendues dans l'air vide de la montagne, de la même manière que d'autres aïeuls apprennent à leurs petits-enfants à déchiffrer les étoiles, à suivre les balises d'un sentier muletier ou à écouter le murmure lointain d'un cours d'eau pour retrouver leur maison. Pour Odette, chaque effluve était une carte géographique intime, un fil d'Ariane tendu à travers les forêts denses de châtaigniers et les vastes étendues de bruyères dorées. C'était un chemin sensoriel qui menait inévitablement, si l'on savait faire taire le bruit du monde pour l'écouter, vers quelque chose qui répare et qui soulage. Odette n'arborait ni diplômes encadrés ni blouse blanche. Elle n'était ni médecin de campagne, ni infirmière diplômée d'État. Elle était simplement ce que ces vallées rudes possédaient depuis la nuit des temps, bien avant que les routes de goudron ne fracturent la montagne et que les dispensaires n'ouvrent leurs portes éclairées au néon. Odette était la guérisseuse, la femme forte du hameau qui lisait dans les airs comme dans un livre ouvert. Elle savait utiliser cette pharmacopée sauvage pour apaiser ce qui réclamait de l'être et consoler les corps brisés par la rudesse de la vie paysanne. Surtout, elle comprenait, avec cette humilité magnifique propre aux anciens, la différence fondamentale entre guérir une pathologie et prendre soin d'un être humain. Odette ne prétendait pas guérir l'inguérissable, elle ne vendait pas d'illusions ou de fausses promesses. Elle affirmait simplement prendre soin. Et ce soin prenait la forme d'un dévouement quotidien, de décennies entières passées à piler, infuser et filtrer des remèdes tirés des racines, des écorces et des fleurs qui poussaient à portée de main de sa cuisine chauffée au bois. Elle savait écouter les silences, poser une main chaude sur un front fiévreux et offrir une tisane qui réchauffait autant l'âme que le corps. C'était cet héritage majestueux, fait d'intuition, d'empathie et d'une maîtrise absolue du monde végétal, qui battait désormais au rythme du cœur d'Élodie. Odette avait vu le jour en 1934 dans une modeste bâtisse de pierre brute et de bois de châtaignier, accrochée à la pente vertigineuse d'une vallée reculée des Cévennes. C'était un monde sauvage et rude, dominé par le bruissement continu du vent dans les frondaisons et le grondement lointain des torrents, un lieu impitoyable où la terre ne cédait ses fruits qu'à force de persévérance et de sueur. Son père, un homme taillé dans le roc qui cultivait courageusement les châtaigneraies en terrasse pour nourrir les siens, dépendait corps et âme de la médecine ancestrale des plantes. À cette époque, dans ces replis oubliés de la montagne, espérer consulter un médecin de ville relevait de l'utopie absolue. Le docteur le plus proche résidait tout au fond de la plaine, et l'atteindre nécessitait une journée entière d'une marche éreintante sur des sentiers muletiers rocailleux, souvent rendus infranchissables par les pluies torrentielles ou les lourdes neiges hivernales. Face à cet isolement extrême, le savoir des anciens devenait la seule garantie de survie. Le père d'Odette maîtrisait bien quelques remèdes de base, ces recettes paysannes murmurées au coin du feu lors des longues veillées, une infusion de fleurs de sureau pour faire tomber une fièvre brûlante, de la mauve pour adoucir une toux irritante, ou de larges cataplasmes d'arnica sauvage pour soulager les entorses et les membres meurtris par le dur labeur quotidien de la terre. Mais la véritable sagesse, cette connaissance intime, vertigineuse et quasi spirituelle des remèdes de la montagne, n'appartenait qu'à une seule femme dans toute la région. Elle s'appelait Marguerite. Dès le début des années 20, et ce jusqu'à l'aube des années 70, Marguerite avait été la figure tutélaire incontestée de ces vallées encaissées. Elle était l'enlaçable herboriste et la sage-femme dévouée que l'on appelait en urgence au cœur de la nuit noire, lorsque la vie chancelait ou cherchait désespérément à naître. 48 années durant, elle avait arpenté les chemins les plus escarpés, affrontant la morsure du gel comme la canicule étouffante, toujours accompagnée de son lot panier d'osier rempli de fioles, de baume et d'air séché. Elle assistait aux accouchements avec une douceur infinie, apaisait les fièvres les plus tenaces, réduisait les fractures des bergers et préparait minutieusement ses médecines végétales vitales. Les familles cévenoles dépendaient entièrement d'elle avant que les routes ne soient finalement goudronnées et que les dispensaires modernes ne fassent peu à peu disparaître cet antique savoir. Marguerite vivait en solitaire dans ce vieux mas de pierre robuste, celui-là même qu'Élodie venait de racheter avec sa pièce d'1 €, situé tout en haut du ravin, là où l'air se fait plus pur et plus vif. C'était une petite bâtisse carrée, coiffée d'une épaisse toiture de l'eau sombre et flanquée d'une large cheminée. Mais ce qui rendait cette demeure véritablement sacrée aux yeux des montagnards, c'était une large dalle encastrée dans le sol, juste derrière le seuil de l'entrée. Les femmes du pays la nommaient avec un respect immense la pierre de naissance. C'était sur cette pierre froide que les mères s'étaient agenouillées, pliant sous l'effort fulgurant de l'enfantement, pendant que les mains expertes de Marguerite les préservaient. La surface de ce roc, pourtant si dense, était délicatement creusée et polie à 2 endroits précis, usés par la sueur, les larmes et la force désespérée des mains maternelles qui s'y étaient agrippées génération après génération. Ce mas de pierre, grâce à la présence rassurante de cette femme, avait été pendant près d'un demi-siècle le seul hôpital que la montagne ait jamais connu. Dès l'aube de ses 12 ans, Odette était devenue l'ombre silencieuse et infiniment attentive de Marguerite. Cette formation, qui n'avait rien d'une école classique, s'était étirée sur plus de 2 décennies d'un compagnonnage rugueux, exigeant,
mais profondément aimant. Chaque semaine, qu'il pleuve à verse, que le vent glacial hurle dans les châtaigniers ou que le soleil brûle les pierres du chemin, la jeune fille gravissait le sentier escarpé qui menait au mas de la sage-femme. Elle entamait ainsi un apprentissage minutieux qui allait forger son âme autant que son esprit. 22 années de transmission purement orale, de gestes répétés 1000 fois jusqu'à la perfection. Chaque journée passée aux côtés de l'ancienne constituant une leçon magistrale sur l'identification, la récolte, la préparation et l'application précise de la flore montagnarde. Marguerite n'enseignait pas avec des grimoires ou des textes compliqués, mais avec la terre elle-même, avec la rosée et la sève. Elle avait exigé d'Odette qu'elle apprenne à reconnaître la moindre herbe médicinale, des Cévennes en mobilisant avec une acuité féroce 4 de ses sens. La vue, pour distinguer la délicate dentelure d'une feuille de pulmonaire tapie dans l'ombre, l'odorat, pour capter l'essence volatile de la camomille sauvage écrasée sous le talon de sa botte, le goût, pour différencier sur le bout de la langue l'amertume salvatrice de la gentiane jaune de sel, mortelle, d'une racine vénéneuse, et enfin, le toucher, pour ressentir le duvet protecteur, la texture charnue ou la rugosité piquante d'une tige stressée par les intempéries. C'était une éducation sensorielle d'une exigence absolue, qui ne tolérait aucune approximation. Pour la vieille herboriste, ces 4 sens constituaient les outils fondamentaux, le vocabulaire de base irremplaçable d'une véritable guérisseuse de montagne. Cependant, Marguerite insistait toujours sur une règle primordiale, un dogme absolu qui surpassait de très loin tous les autres enseignements. Le 5e sens, l'ouïe, devait être jalousement réservé à une tâche unique et sacrée, celle d'écouter le patient et ses mots silencieux. Marguerite était d'une intransigeance redoutable sur ce point précis. Un jour de novembre, alors qu'Odette n'avait que 14 ans et se précipitait avec fierté pour proposer hâtivement un remède à un vieux berger malade, la vieille femme l'avait arrêté d'un geste ferme de sa main noueuse. Elle lui avait expliqué, avec une douceur solennelle mais implacable, qu'une personne franchissant le seuil de leur porte avec une mauvaise toux n'avait pas simplement besoin qu'on fasse taire cette toux. Cette personne avait avant tout besoin qu'on l'écoute attentivement, car le mal portait en lui sa propre voix secrète et formulait clairement ses propres exigences. Le symptôme, répétait inlassablement la vieille Marguerite en préparant son feu, dicte toujours ses conditions à celui qui s'est vraiment prêté l'oreille. Une toux n'était jamais juste un bruit gênant. Une toux sèche, qui déchire la gorge du paysan comme du papier de verre et épuise lentement ses poumons à chaque inspiration, réclamait l'humidité bienfaisante et le mucilage apaisant d'une décoction de mauve ou de bouillon blanc. À l'inverse, une toux grasse, lourde et sifflante, encombrée par les humeurs humides de l'hiver cévenol, exigeait impérativement qu'on la sèche. Elle demandait qu'on la purifie avec la chaleur aromatique et la force expectorante du serpolet ou du thym sauvage récolté sur les cossarides brûlées par le soleil. Et si le mal semblait provenir des tréfonds obscurs de la poitrine, menaçant d'étouffer le malade au cœur de la nuit, il fallait recourir à la puissance désincrustante du lierre terrestre. La leçon était d'une clarté éblouissante. Ce n'était jamais à la guérisseuse de décider, drapée dans l'arrogance de son seul savoir, de ce dont le corps épuisé avait besoin. C'était la douleur elle-même qui souverainement décidait de son antidote. Le véritable rôle de la femme qui soigne n'était pas de dominer la maladie ou de faire taire le corps, mais de se faire l'humble traductrice des appels de la chair. Il fallait savoir se taire, fermer les yeux s'il le fallait, et simplement écouter. À la disparition de Marguerite, à l'aube des années 70, le lourd fardeau de la vallée glissa naturellement sur les épaules d'Odette. Sans la moindre cérémonie, elle reprit le flambeau et transforma la modeste cuisine de sa propre maison en un véritable sanctuaire de guérison. La pièce chaleureuse, chauffée par un vieux poêle à bois en fonte qui crépitait fidèlement jour et nuit, devint l'épicentre d'une alchimie silencieuse. Les lourdes poutres de châtaigniers centenaires disparurent sous des dizaines de bouquets d'herbes suspendus la tête en bas, séchant lentement dans la pénombre parfumée. Sur les étagères de pain brut, des bocaux de verre s'alignèrent par dizaines, abritant des teintures sombres, des onguents épais et des poudres finement broyées. Chaque recoin de cette petite maison exhalait un parfum puissant, terreux et profondément réconfortant. Mais ce sacerdoce n'avait rien d'une paisible retraite au coin du feu. À l'image de son aîné, Odette affronta la rudesse implacable des Cévennes à la seule force de ses jambes. Le panier d'osier calé au creux de son bras, elle parcourait les sentiers vertigineux, dévalant les ravins et gravissant les crêtes balayées par les vents pour visiter les malades isolés dans leurs fermes lointaines. C'était un labeur éreintant, un épuisement physique qui creusait son visage et usait ses articulations à force d'arpenter la rocaille, mais elle n'y renonça jamais tant que ses genoux purent la porter vaillamment. Au fil de ces marches interminables, sa connaissance botanique, déjà vaste, s'élargit encore. Odette ajouta de nouvelles espèces à son répertoire, apprenant à maîtriser le calendrier strict et impitoyable de la nature, une horloge biologique qui ne tolérait aucune désinvolture. Elle savait, par exemple,
qu'il était vain et irrespectueux d'arracher une racine de gentiane en plein été. Il fallait faire preuve de patience, attendre la morsure des premiers froids d'automne, lorsque la plante, épuisée par sa floraison, laissait tomber ses graines et rapatriait toute son énergie vitale, tous ses principes actifs, vers les profondeurs de la terre. Une racine récoltée en octobre possédait une puissance salvatrice qu'une racine arrachée en juillet ignorait totalement. La nature dictait ses lois, et la guérisseuse s'y soumettait avec une dévotion absolue. Pourtant, au milieu de toute cette immense sagesse, l'enseignement le plus précieux qu'Odette chérissait était celui de ses propres limites. Elle répétait souvent à Élodie que la phrase la plus importante dans la bouche d'une guérisseuse était parfois un simple et franc aveu d'ignorance. Elle lui racontait toujours l'histoire de ce paysan d'un hameau voisin, venu frapper à sa porte un soir d'hiver en se plaignant d'une douleur fulgurante enserrant sa poitrine. Odette avait écouté le récit de la douleur, avait observé le teint cendré de l'homme et avait catégoriquement refusé de lui préparer la moindre tisane. Elle lui avait ordonné, avec une autorité qui ne souffrait aucune réplique, de se faire conduire immédiatement à l'hôpital d'Alès. L'homme obéit sans protester et survécut de justesse à un infarctus massif dans les couloirs froids des urgences. Le médecin de garde affirma que s'il avait attendu une heure de plus, il ne serait plus de ce monde. Pour Odette, cet événement ne représentait pas un échec de ses plantes, mais le triomphe éclatant de la lucidité. Traiter une crise cardiaque avec une simple infusion aurait été un meurtre silencieux. Les plantes peuvent accomplir des miracles, disait-elle souvent, mais elles ne peuvent pas tout faire. Reconnaître ces frontières invisibles, savoir précisément quand s'effacer devant une médecine différente, c'était la l'essence même de son art et la véritable marque des grands maîtres. Odette ne se contentait pas d'enseigner la botanique pure et austère à Élodie. Au fil de leurs longues veillées d'hiver, bercée par le chant rugueux du vent dans la vallée, elle lui racontait inlassablement ce qu'elle appelait sa propre jurisprudence. C'étaient des histoires d'hommes et de femmes, des récits de chair, de sang et de labeur, destinés à graver dans l'esprit de la jeune fille une vérité fondamentale. Ce métier ne se résumait en aucun cas à la simple étude des plantes. Il exigeait avant tout une compréhension profonde et miséricordieuse de l'âme humaine. Les herbes n'étaient finalement que l'outil. L'être humain dans toute sa vulnérabilité restait le cœur véritable et absolu de l'ouvrage. Elle lui parlait souvent, avec une tendresse voilée, de la vieille Madame Roux, une veuve solitaire qui habitait un petit mas isolé sur le versant le plus rude et glacial de la montagne. Chaque automne, pendant plus de 20 années consécutives, cette femme frêle montait voir Odette avec la même plainte inlassable, une oppression tenace qui lui broyait douloureusement la poitrine dès l'arrivée des premiers froids. Et chaque année, sans jamais s'en lasser, Odette lui préparait exactement la même décoction, un mélange chaud et réconfortant de bouillon blanc et de racines d'angélique. Madame Roux buvait cette tisane religieusement chaque soir, d'octobre à mars, pendant 2 décennies. Au retour éclatant du printemps, elle descendait invariablement annoncer à Odette que cette potion magique l'avait maintenue en vie un hiver de plus. Odette ne contredisait jamais l'utilisation du mot « vie ». Elle savait pertinemment que si Madame Roux croyait du plus profond de son cœur que cette eau chaude parfumée la sauvait de la mort, alors la tisane accomplissait parfaitement son œuvre. Le véritable pouvoir du remède résidait en grande partie dans la force inébranlable de cette conviction. La guérison englobait aussi l'espoir vital qu'on insufflait. Il y avait aussi l'histoire saisissante de ce robuste bûcheron des Causes voisins, qui s'était profondément et dangereusement entaillé la main avec la lame rouillée de sa cognée. La plaie, béante et gravement infectée, s'était rapidement purulente. Au lieu de courir vers la ville, il était venu toquer en pleine nuit à la porte d'Odette. Durant 6 jours et 6 nuits, avec une patience infinie, elle avait méticuleusement nettoyé la chair meurtrie et appliqué de puissants cataplasmes frais à base de feuilles de plantain broyées et d'arnica sauvage, renouvelant le pansement toutes les 12 heures avec une précision d'horloger. L'infection fut totalement terrassée. Lorsque l'homme se rendit finalement à la clinique de la ville pour un examen de contrôle, le médecin de garde, stupéfait devant la propreté de la cicatrice, demanda qui avait accompli ce prodige. À l'évocation du nom d'Odette la guérisseuse, le docteur baissa les yeux et garda le silence. Il n'y avait absolument rien à ajouter. La chair était guérie, et le travail, magistral, parlait de lui-même face à la science. Ces miracles discrets du quotidien s'accomplissaient sous le regard bienveillant du mari d'Odette, un homme robuste de la montagne, un bûcheron au visage buriné par le soleil et au corps sculpté par l'effort. Il rentrait chaque soir, les grosses mains couvertes de résine de pin et les cheveux parfumés par la sciure de chêne. Cet homme taiseux mais profondément respectueux avait toujours compris qu'une épouse dont le plafond disparaissait sous des fagots de plantes séchées et dont les étagères ployaient sous le poids des bocaux d'apothicaire faisait de sa modeste cuisine bien plus qu'un simple foyer. C'était une véritable pharmacie sanctifiée. Sa seule contribution, qu'il offrait avec une tendresse muette et sans jamais prononcer un mot de reproche, consistait simplement à manger sa soupe chaque soir à l'extrémité de la grande table en chêne massif, laissant religieusement la place libre pour les lourds mortiers de pierre,
les délicates balances en laiton et la noble préparation des remèdes qui soulageaient toute la vallée. Élodie n'avait pas hérité de cet amour de la terre par une lignée ininterrompue et paisible. Son histoire portait les stigmates d'une fêlure précoce, une blessure sourde qui l'avait précipité trop tôt dans le silence résigné des adultes. Sa propre mère, la fille unique d'Odette, avait étouffé sous le poids de ses valets encaissés. Fuyant la rudesse des Cévennes dès l'aube de ses 18 ans, elle était descendue vers les plaines écrasées de soleil pour s'employer comme femme de chambre dans les grands hôtels impersonnels de Nîmes. Elle y avait connu un amour de passage, un homme qui ne resta que le temps d'une saison, avant de s'éteindre tragiquement d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 31 ans. Élodie n'avait alors que 3 ans. L'orpheline fut recueillie par une grand-tante austère et rigide, qui vivait dans une maison triste au volet presque toujours clos, au cœur d'une petite ville de la vallée. Chez cette femme dénuée de douceur, les journées s'étiraient dans une obéissance morne et silencieuse. Mais l'enfant trouvait sa véritable respiration, sa seule patrie, lors de ses étés passés là-haut, dans les montagnes, auprès d'Odette. Dès qu'elle franchissait le seuil de la maison de pierre, la discipline glaciale de la ville s'évanouissait pour laisser place à un monde merveilleux, vibrant de vie et de mystère. La cuisine de sa grand-mère devint très vite le point fixe de son existence, un refuge absolu qui sollicitait le moindre de ses sens. Elle fermait les yeux et laissait la mémoire s'imprégner de l'atmosphère inoubliable, le parfum âpre de la fumée de bois de châtaignier mêlé à celui, capiteux et sauvage, des herbes en train de sécher. Elle se souvenait de la lourde table en chêne massif, au bout de laquelle trônait la balance en laiton étincelant et le pesant mortier de pierre grise. Au-dessus de sa tête, accrochés aux poutres sombres, pendaient les précieux fagots de bouillon blanc, de mélisse, de millepertuis et d'angélique, chacun méticuleusement ficelé avec un fil de coton blanc et surmonté d'une petite étiquette de papier où courait l'écriture penchée et appliquée de la vieille femme. C'est dans ce sanctuaire parfumé qu'Odette avait commencé à façonner le don de la petite fille. Élodie n'avait que 5 ans lorsqu'elle reçut sa toute première leçon d'identification par l'odorat. Par une matinée lumineuse de juin, Odette l'avait emmenée dans les bois denses qui grimpaient derrière la maison. S'agenouillant avec une lenteur majestueuse près d'un buisson foisonnant de serpolets sauvages, la guérisseuse avait délicatement froissé une minuscule feuille du bout de ses doigts calleux, avant de la porter doucement sous le nez de l'enfant. Elle lui avait alors demandé, avec cette voix rocailleuse qui ressemblait tant au grondement du ruisseau, de nommer ce parfum. L'enfant, les yeux écarquillés par l'intensité de la fragrance, avait répondu avec candeur que cela sentait exactement comme la tisane que sa grand-mère servait lors des soirées d'hiver. Le visage parcheminé d'Odette s'était fendu d'un sourire immense, illuminé par une fierté silencieuse. Elle lui avait alors expliqué que la tisane et cette modeste herbe froissée n'étaient pas simplement semblables, mais qu'elles constituaient une seule et même entité vivante. L'unique différence entre la plante sauvage qui pousse dans la terre de la montagne et le remède qui réchauffe le sang, lui murmura-t-elle comme on confie un grand secret. Ce n'est rien d'autre que l'eau chaude et le temps. Retiens cette odeur au plus profond de toi, lui avait ordonné la vieille femme. Car si tu es capable de retrouver cette essence invisible au milieu de l'immensité de la forêt, alors tu auras trouvé le remède. Cette promesse, semée dans l'esprit d'une enfant, allait s'enraciner si profondément qu'aucune tempête ne pourrait jamais l'arracher. Au fil de son adolescence, Élodie absorba cet héritage avec une ferveur presque religieuse. À 15 ans, elle était déjà capable d'identifier aveuglément des dizaines de plantes, guidée par son seul odorat, mémorisant les textures et les amertumes avec une justesse infaillible. Elle apprit surtout les règles d'or, ces lois implacables du séchage qui séparent le véritable remède de la simple herbe morte. Odette lui avait enseigné qu'une feuille délicate, récoltée à l'aube, devait impérativement sécher dans la pénombre fraîche et aérée du grenier pour conserver intactes ses huiles essentielles. À l'inverse, les racines épaisses, arrachées à la terre lourde de l'automne, réclamaient la morsure ardente et directe du soleil pour expulser leur humidité sans pourrir. La méthode ne souffrait aucune approximation. C'était une question de respect absolu envers la plante. Bientôt, Élodie fut autorisée à préparer elle-même des décoctions pour les voisins qui montaient jusqu'à la maison. Un jour d'hiver, elle prépara une infusion de mauve et de serpolet pour soulager la toux persistante d'une vieille paysanne du hameau. La femme but la préparation brûlante à petites gorgées, ferma les yeux et murmura que c'était exactement la même tisane que celle d'Odette. Élodie sourit avec humilité et répondit qu'elle s'était contentée d'appliquer la recette de sa grand-mère à la lettre. La vieille paysanne posa sa main ridée sur celle de la jeune fille et secoua doucement la tête. Elle lui expliqua qu'une recette ne se résumait finalement qu'à une succession de mots vains prononcés dans le vide. Ce qui transformait véritablement l'herbe en médecine, lui dit-elle, ce n'étaient pas les mots, c'étaient les mains qui la préparaient, l'intention invisible et la chaleur humaine transmise par les doigts de la guérisseuse. Chaque été, au mois d'août, ce passage du flambeau prenait la forme d'un pèlerinage silencieux. Odette emmenait sa petite fille tout en haut de la vallée, jusqu'au vieux mas abandonné de Marguerite, la légendaire herboriste.
La bâtisse de pierre dormait sous un épais linceul de lierre sauvage, mais elle restait debout, digne et fière. À travers les carreaux poussiéreux de la petite fenêtre, les deux femmes scrutaient la pénombre de la pièce principale. Là, au sol, reposait la fameuse pierre de naissance, usée par le temps et l'effort. Odette racontait comment Marguerite avait aidé à mettre au monde presque tous les enfants de la vallée sur cette dalle froide, liant à jamais le destin de la pierre à la chair des montagnards. La pierre et les plantes accomplissaient exactement le même travail de compassion. Disait-elle, la pierre offrait le lieu sacré, les plantes offraient le soin. Odette s'éteignit paisiblement lorsqu'Élodie eut 17 ans. Ce fut une mort douce, presque discrète, par un clair matin d'octobre. La vieille femme s'en était allée sans faire de bruit, assise à sa grande table de chêne massif, le fil de coton blanc encore enroulé autour de ses doigts secs, foudroyée en plein geste alors qu'elle liait avec tendresse un bouquet de millepertuis pour le séchage hivernal. Élodie l'avait découverte en franchissant le seuil de la cuisine, comprenant immédiatement que l'âme de la maison venait de s'envoler. Lorsque le moment fut venu de quitter les lieux, l'héritage matériel de la jeune fille se résuma à une poignée d'objets dérisoires mais inestimables. Elle glissa dans son sac la balance en laiton étincelant, le lourd mortier de pierre grise de sa grand-mère, quelques bocaux de verre poli et une photographie cornée montrant Odette dans sa cuisine, rayonnante au milieu de ses herbes suspendues. La perte de sa grand-mère n'était que le prélude à une chute plus abrupte encore. Pendant 2 ans, Élodie vécut dans le silence pesant de la maison de sa grand-tante dans la petite ville de la vallée. Mais la santé de la vieille femme déclina rapidement. Les rhumatismes, la fatigue du cœur, l'usure implacable de 73 années d'une vie rude eut raison de sa résistance. Au printemps des 19 ans d'Élodie, la grand-tante fut placée dans un établissement médicalisé et la banque, implacable, saisit la maison pour rembourser les dettes. Élodie se retrouva à la rue, dépossédée de tout repère. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis chez qui s'abriter, juste un sac à dos militaire dans lequel elle avait soigneusement enveloppé la balance en laiton, le lourd mortier de pierre, les petits bocaux de verre et la précieuse photographie de sa grand-mère Odette. Elle était totalement démunie, sans foyer, face au vide vertigineux de l'existence. Un matin glacial, avec pour tout capital la petite monnaie glanée en revendant des racines de gentiane, elle poussa la porte de la boulangerie du village pour s'acheter un quignon de pain. La chaleur du fourni et l'odeur réconfortante de la levure contrastaient cruellement avec la morsure du vent extérieur. Alors qu'elle attendait son tour en frissonnant dans son manteau usé, elle surprit la conversation de 2 femmes âgées qui discutaient des bâtisses abandonnées de la commune. L'une d'elles évoqua le vieux mas de Marguerite, l'ancienne sage-femme, nichée tout en haut du ravin. La mairie l'avait mis sur la liste des biens à céder pour un euro symbolique, espérant vainement sauver ses murs de la ruine. Mais personne ne voulait de cette bicoque isolée, coupée du monde et noyée sous les ronces. L'autre femme soupira en se rappelant que sa propre mère avait vu le jour sur la pierre de cette maison, et qu'une grande partie des anciens du canton y étaient nés. À ces mots, le sang d'Élodie ne fit qu'un tour. Sans un mot, elle tourna les talons, oubliant sa faim, et marcha d'un pas déterminé jusqu'à la mairie. Le bâtiment municipal lui sembla être le dernier rempart avant l'abîme. Elle s'approcha du guichet en bois verni et posa fermement sur le comptoir son unique pièce d'1 euro. Elle déclara à la secrétaire, une femme d'âge mûr au regard perçant, qu'elle venait acquérir le mas de Marguerite. L'employé releva la tête, la jaugea longuement, observant ses vêtements fatigués et son visage juvénile mais déjà marqué par l'épreuve. Puis, une lueur de reconnaissance s'alluma dans ses yeux. Elle comprit soudain qui se tenait devant elle. D'une voix adoucie par l'émotion, la secrétaire murmura qu'elle reconnaissait bien la petite fille d'Odette. Elle ouvrit un tiroir grinçant et en sortit une lourde clé en fer forgé, attachée à une cordelette de chanvre. Elle la tendit à Élodie en lui confiant que cette maison avait patienté dans le silence un demi-siècle, attendant que la montagne lui renvoie enfin l'enfant du pays. La clé serrée dans son poing, Élodie entreprit la longue ascension de la vallée dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. Le chemin rocailleux, bordé de châtaigniers centenaires, semblait reconnaître le pas de celle qui retournait aux sources. Lorsqu'elle atteignit enfin le sommet du ravin, le vieux mas apparut. Ses murs de schiste étaient presque entièrement dévorés par le lierre, son toit de lauze couvert de mousse, mais il était là, indestructible. C'était son refuge. Élodie glissa la lourde clé de fer forgé dans la serrure rouillée du vieux mas. Le mécanisme résista 1 seconde, engourdi par un demi-siècle de silence, avant de céder dans un cliquetis sourd. Elle poussa la porte de chêne clouté et pénétra dans l'unique pièce. L'air y était glacial, figé dans le temps, chargé d'une odeur de poussière ancienne et de schiste humide. Le crépuscule filtrait à travers les carreaux sales, éclairant faiblement le sol de terre battue. Là, juste derrière le seuil, reposait la pierre de naissance. Élodie s'agenouilla lentement dans la pénombre et posa ses mains nues sur la roche froide. Ses doigts caressèrent les 2 profondes empreintes lisses,
creusée par l'étreinte désespérée de centaines de mères en plein travail. Elle ferma les yeux, ressentant presque la chaleur fantomatique de ces vies qui avaient commencé ici, protégées par la bienveillance de Marguerite. C'est alors qu'un détail infime attira son attention. Ses doigts rencontrèrent une légère aspérité sur l'un des bords de la dalle. La pierre affleurait un peu trop parfaitement, séparée du sol par un interstice à peine visible, comme si elle avait été taillée pour être soulevée. Animée par un instinct soudain, Élodie glissa ses mains écorchées sous le rebord de granit et, rassemblant toutes ses forces, fit levier. La lourde masse bascula avec un bruit sourd, révélant une cavité sombre soigneusement tapissée d'une épaisse toile cirée. Le cœur battant à tout rompre, la jeune fille écarta le tissu protecteur. Sous ses yeux ébahis apparut un coffret de bois intact, renfermant un trésor inestimable. 24 fioles d'apothicaire en verre soufflé y étaient parfaitement alignées, leurs bouchons de liège méticuleusement scellés à la cire. Chacune portait une étiquette jaunie où Marguerite avait inscrit le nom des plantes d'une écriture fine et déliée. À côté reposait une antique balance en laiton, encore plus ancienne et délicate que celle d'Odette. Sous les outils de l'herboriste, Élodie découvrit une lourde bourse de cuir usé. En dénouant le cordon, elle y trouva une véritable petite fortune, des dizaines de pièces d'or anciennes, de vieux francs et de rutilants louis d'or frappés au siècle passé, un pécule largement suffisant pour effacer à jamais le spectre de la misère. Mais le véritable joyau de cette cachette reposait tout au fond. C'était un épais grimoire relié de cuir fauve, un livre de remèdes rempli à ras-bord des superbes illustrations botaniques dessinées à la plume par Marguerite. Chaque page recelait l'emplacement secret des herbes, les heures précises de récolte et les dosages vitaux. Glissée sous la couverture, une lettre pliée en deux attendait depuis 1968. D'une main tremblante, Élodie déplia le papier fragile. Les derniers mots de l'ancienne sage-femme s'adressaient directement à la personne qui soulèverait la pierre. Marguerite lui ordonnait d'utiliser l'or pour redonner vie à la maison, de cueillir les herbes de la montagne et de prendre inlassablement soin de quiconque franchirait le pas de cette porte. Élodie saisit alors la petite fiole étiquetée lavande et brisa délicatement le seau de cire. Le parfum de la fleur séchée, emprisonnée depuis 50 ans, s'échappa avec une pureté et une douceur foudroyantes. Cette odeur apaisante envahit l'air froid, balayant l'espace et le temps. Ce n'était plus le parfum de la ruine, c'était celui du refuge, de la cuisine d'Odette, de l'amour inconditionnel des femmes de la vallée. Les larmes qu'Élodie retenait depuis si longtemps coulèrent enfin sur ses joues, et, dans le silence sacré du mas de pierre, elle murmura une promesse éternelle. Dès les premières lueurs du jour suivant, Élodie redescendit de sa montagne vers l'effervescence de la grande ville de la plaine, le cœur gonflé d'une détermination nouvelle et féroce. Chez un numismate réputé aux abords d'Alès, elle sortit l'antique bourre de cuir et échangea avec une prudence respectueuse le trésor de Marguerite. Les rutilantes pièces d'or, ces vieux francs et ces louis majestueux qui avaient dormi dans le silence minéral pendant plus d'un demi-siècle, furent convertis en une somme inespérée. Ce pactole miraculeux balaya d'un revers de main les fantômes oppressants de la misère absolue. Sa toute première décision fut d'acquérir une compagne de route indispensable pour transporter ses futures récoltes et ses provisions matérielles. Elle jeta son dévolu sur une vieille camionnette utilitaire, un fourgon à la carrosserie délavée et cabossée par les années, mais dont le moteur, rustique et infatigable, promettait de gravir sans la moindre défaillance les pentes vertigineuses et les chemins de terre escarpés de la vallée Sévenole. De retour au sommet du ravin, le véritable labeur de résurrection put enfin commencer. La maison de pierre, engourdie par des décennies d'un abandon glacial, réclamait des efforts titanesques, presque déraisonnables pour une jeune femme seule, afin de renaître à la lumière. Le plus urgent était de libérer le souffle vital de la bâtisse. Élodie passa des journées entières, les mains écorchées, le visage maculé de si tenace et de poussière grise, à gratter, brosser et dégager le large conduit de la majestueuse cheminée. Il lui fallut évacuer la trace de 50 années de nids d'oiseaux figés dans le temps, de branchages cassés et de montagnes de feuilles mortes accumulées par les violentes tempêtes d'automne, pour que la maison puisse enfin retrouver sa respiration. Dans la grange abandonnée d'un hameau voisin, elle dénicha un lourd poêle à bois en fonte noire, d'une allure trapue et indestructible. Aidée par la force tranquille d'un vieux paysan des environs qui avait connu les lieux autrefois, elle parvint à l'installer au cœur de l'âtre béant, raccordant avec soin le tuyau métallique au conduit fraîchement ramoné et libéré de ses entraves. Puis vint le crépuscule tant espéré, où elle craqua enfin sa première allumette. Sous ses doigts meurtris par le dur labeur de la journée, l'étincelle fragile prit vie. Les brindilles sèches de châtaignier s'embrasèrent dans un crépitement clair et joyeux, enflammant rapidement de solides bûches de chêne patiemment empilées. La flamme vigoureuse repoussa soudain l'obscurité séculaire de la pièce. Ce fut un instant d'une magie bouleversante, une véritable communion avec le passé.
Les épais murs de schiste gris et de granit brut, glacés jusqu'à l'âme par 50 hivers de solitude ininterrompue, se mirent à boire avidement la chaleur incandescente du brasier. La pierre millénaire emmagasina cette formidable énergie vitale pour la restituer lentement, avec une générosité inouïe. Elle irradiait une tiédeur douce, constante et profondément enveloppante, qui semblait réchauffer l'espace non pas depuis l'air ambiant, mais depuis l'intérieur même des murs, comme un organisme vivant qui s'éveille. C'était très exactement cette chaleur particulière, maternelle et infiniment réconfortante, qui avait autrefois soutenu et apaisé les femmes de la vallée alors qu'elles pliaient sous l'effort fulgurant de l'enfantement, agenouillées sur la pierre de naissance. Dès que l'air fut assaini et que l'humidité mordante eut définitivement déserté les lieux, Élodie s'attela à rendre aux masses sa véritable âme de sanctuaire végétal. En levant les yeux vers les lourdes poutres de chêne rendues sombres par les fumées d'antan, elle découvrit avec une émotion indicible les solides crochets de fer forgé que Marguerite avait elle-même plantés jadis. Avec des gestes d'une lenteur empreinte d'une dévotion presque religieuse, elle y suspendit ses propres fagots d'herbes fraîchement récoltées. Les denses bouquets de serpolets aromatiques, de mauves douces, de millepertuis gorgés de soleil et de reines des prés se mirent à balancer doucement au-dessus de sa tête, imprégnant à nouveau et pour toujours l'atmosphère de ce parfum âpre, sauvage et si intimement familier. Sur l'épaisse tablette de pierre brute qui couronnait le poêle crépitant, elle posa délicatement la photographie encadrée de sa grand-mère. Le visage bienveillant d'Odette, immortalisé au milieu de ses propres bocaux, veillait désormais sur ce renouveau inespéré. La nouvelle de la résurrection du vieux mas ne tarda pas à franchir les crêtes et à dévaler les vallons portés par le vent froid de novembre et les murmures respectueux échangés sur le parvis de l'église. Bientôt, les premiers montagnards commencèrent à arpenter le sentier escarpé, franchissant le seuil séculaire avec une hésitation mêlée de ferveur. Leurs mains rudes et calleuses n'arrivaient jamais vides. Ils lui tendaient avec pudeur un panier d'œufs tièdes, une belle tourte de pain paysan croûté, un lourd pot de miel de bruyère sombre ou un sac de châtaignes de leur verger. En échange de ces modestes dons silencieux, ils venaient chercher auprès de la jeune femme une oreille attentive pour leurs peines, un apaisement pour leurs maux endurcis, et cette précieuse sagesse ancestrale qu'Élodie leur restituait désormais avec une grâce infinie et un amour inconditionnel. La renommée de la jeune herboriste finit par franchir les frontières escarpées des Cévennes pour atteindre les rues animées de la ville voisine. Une apothicaire botanique moderne, spécialisée dans la renaissance des remèdes naturels traditionnels, buvant de l'histoire de cette fille des montagnes qui redonnait vie à d'anciennes pratiques. Intriguée, la propriétaire, une botaniste diplômée, décida de gravir le chemin rocailleux jusqu'au mas de pierre. Lorsqu'elle franchit le seuil, elle resta muette de stupeur devant les fioles de Marguerite, parfaitement préservées depuis 1968. Elle considéra cet héritage comme un véritable trésor ethnobotanique. Pour éprouver le savoir d'Élodie, elle lui banda les yeux et lui demanda d'identifier une dizaine de plantes complexes uniquement par leur fragrance. Élodie reconnut la gentiane, l'aubépine et l'aquilée millefeuille sans la moindre hésitation. Émerveillée par cette justesse absolue, la spécialiste l'embaucha sur le champ pour 2 jours par semaine, offrant à la jeune femme l'équilibre parfait entre l'isolement ressourçant de sa montagne et la sécurité du monde moderne. Mais au-delà de ce travail en ville, Élodie était surtout devenue la gardienne incontestée de la mémoire de la vallée. Les familles endeuillées venaient souvent la trouver, tenant au creux de leurs mains des reliques fragiles du passé. Un jour, un homme de la plaine lui apporta un petit sachet de cuir usé, rempli d'une racine desséchée, qu'il avait retrouvée dans la poche de la veste de son père tout juste décédé. Le défunt mâchait cette racine en silence depuis des années pour apaiser son cœur fatigué, sans jamais en révéler le nom. Élodie porta humblement le sachet à son visage, ferma les yeux, et reconnut immédiatement l'odeur profonde de la racine d'aubépine sauvage, la même que celle qu'Odette récoltait autrefois pour les aînés. En rendant son nom à cette herbe oubliée, Élodie n'offrait pas seulement une réponse botanique, elle apaisait le chagrin d'un fils, retissant avec douceur les fils rompus de l'histoire familiale. Par un soir d'automne flamboyant, alors que le ciel embrasait les crêtes d'une lumière cuivrée, Élodie s'assit sur la marche de pierre usée devant la lourde porte de chêne. La vallée s'étirait à ses pieds, paisible et éternelle, baignée par le murmure lointain du torrent. En respirant l'air vif chargé de l'odeur de l'humus et de la sève, elle comprit la véritable essence de son héritage. Le métier qu'Odette et Marguerite lui avaient transmis ne résidait pas uniquement dans la connaissance encyclopédique des plantes. Le véritable secret, c'était le geste. C'était l'acte d'humilité qui consistait à s'agenouiller dans la terre froide, à écouter le silence de la forêt et à cueillir avec respect ce que la nature offrait. C'était cette chaîne invisible et incassable de femmes fortes qui, génération après génération, était transmis ce flambeau de bienveillance pour veiller sur les âmes de la montagne. Élodie, l'enfant sans foyer, avait non seulement trouvé sa maison, mais elle avait trouvé sa place dans l'éternité de ce lignage.
Si cette histoire de résilience, de transmission et de retour à la terre a su toucher votre cœur et réveiller en vous l'amour de nos belles régions, prenez un court instant pour aimer cette vidéo, la partager avec ceux qui chérissent nos traditions, et vous abonner à notre chaîne. Et si vous souhaitez prolonger ce voyage hors du temps, nous avons une surprise magnifique pour vous. 12 histoires inédites, d'une douceur absolue, ont été enregistrées exclusivement pour notre communauté. Vous trouvez le lien vers ces récits audios uniques directement dans notre biographie. Merci de faire partie de ceux qui savent encore écouter. À très bientôt pour une nouvelle route tranquille.